magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor nous dit si l'on peut lire l'avenir du monde dans les cartes. Dimanche. Qu'est-ce qui fait chanter Placido Domingo? La jolie dame ou la sacrée bouteille? Quoi qu'il en soit, il chantera dimanche à 19h30 dans Maestro. Mardi. La cloche du berger, sait-elle encore rassembler ses oies clairsemées? Oui, quand ce sont les paroissiens qui multiplient les initiatives, presque comme des petits pains. La vie en face, mardi à 20h45. Pour mieux comprendre le monde, Jean-Christophe Victor interroge les cartes tout de suite. Bonsoir. Après nous être penchés la semaine dernière sur des cartes de l'ouest de la Caspienne, regardons aujourd'hui ce qui se passe à l'est. Dans une région du monde que la plupart d'entre nous connaissent mal, l'Asie centrale, les enjeux énergétiques s'y révèlent considérables, en particulier depuis les indépendances, après la fin de l'URSS. Les grandes compagnies pétrolières jouent à nouveau au grand jeu. Alors pour le saisir dans sa totalité, il faut regarder les cartes de l'Afghanistan pour que je puisse vous expliquer, cartes en main, qui sont les talibans, par qui ils sont manœuvrés et pourquoi. D'abord, on peut retenir quelques étapes de l'histoire du pays. Au XIXe siècle, l'Afghanistan subit de constantes pressions depuis l'ouest, par l'Empire perse, depuis le nord, par la Russie, qui cherche, après les conquêtes en Asie centrale, à s'assurer un couloir vers les mers chaudes, depuis l'est, par la Grande-Bretagne, qui voudrait annexer l'Afghanistan à l'Empire britannique des Indes. Or, elle n'y parviendra jamais, malgré 3 guerres anglo-afghanes entre 1839 et 1919. C'est cela que Kipling et les chancelleries occidentales appelaient au XIXe siècle le grand jeu. Au XXe siècle, 2 événements seront majeurs pour le pays. À l'est, l'Afghanistan se découvre en 1947 un nouveau voisin qui s'appelle le Pakistan et qui vient, avec l'Inde indépendante, prendre la suite de l'Empire britannique des Indes. Le Pakistan est le premier État musulman du monde et il va constamment se mêler des affaires afghanes pour tenter d'avoir à Kaboul un régime ami. Au nord, en 1979, l'armée rouge envahit le pays. Alors ce flux militaire créera une crise internationale majeure entre l'Est et l'Ouest dans les années 80. Le reflux, 10 ans plus tard, en 1989, va contribuer à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'armée rouge partie, et plus encore l'URSS désintégrée, l'Afghanistan n'a plus de fonction anti-soviétique. Et comme l'État afghan a littéralement volé en éclats pendant la guerre de résistance, le pays s'engage dans une guerre civile qui est en train de devenir une guerre entre groupes ethniques. Ainsi, les puissances extérieures vont à nouveau pouvoir jouer les tribus et les ethnies les unes contre les autres à des fins qui les dépassent complètement. Eh bien, c'est cela que je voudrais analyser aujourd'hui. Pour bien comprendre, regardons la répartition des peuples en Afghanistan. Dans les vallées du nord et de l'est, les Tadjiks, qui sont des descendants des Perses. À l'est, les Nouristanis. Au nord, les Ouzbeks, les Turkmènes et les Kirghizes, le long de la frontière de l'ancienne Union soviétique. Au centre de l'Hindoukouche se trouvent les Aïmaks et plus loin les Hazaras, une minorité chiite. Les autres Afghans étant sunnites, une différence qui est importante à proximité de l'Iran. Les Baloutches dans le sud-ouest, à cheval sur la frontière afghano-pakistanaise. Et puis la dernière pièce du puzzle qui manque, ce sont les Pashtuns, la plus importante ethnie historiquement, politiquement et numériquement. Ils sont 12 millions, dont 6 du côté afghan et environ 6 du côté pakistanais. Eh bien, c'est à ce stade de mon raisonnement que peuvent entrer en scène les talibans. Les talibans sont partis du sud du pays pour progresser en direction du nord et se sont finalement installés à Kaboul en octobre 1996
avec depuis un front militaire mouvant. Taliban, cela veut dire étudiants dans les livres. Ce sont des jeunes garçons qui viennent des madrasas, c'est-à-dire les écoles coraniques rurales du sud de l'Afghanistan, c'est-à-dire situées en zone pachtoune, dans cette région-là du pays que vous voyez. Et de fait, quand on superpose les zones conquises militairement par les talibans en 1996 avec les zones de peuplement pachtoun, on a presque la même indication, presque la même limite. Alors pourquoi ont-ils progressé si vite? Plusieurs éclairages sont nécessaires pour comprendre. D'abord, à l'intérieur du pays, les talibans ont bénéficié d'une certaine lassitude de la population afghane face aux commandants de guérilla et des gouvernements moudjahidines de Peshawar, incapables de faire la paix dans le pays, alors qu'ils avaient si bien su faire la guerre contre les soviétiques. Ensuite, à l'extérieur, les talibans sont soutenus par les services de renseignement pakistanais. Pourquoi? Il faut changer d'échelle pour comprendre le calcul. Le Pakistan soutient le mouvement des talibans parce qu'il cherche depuis toujours à mettre en place à Kaboul, je vous le disais, un régime ami. Beaucoup d'officiers pakistanais étant des Pathans, c'est-à-dire des Pashtuns, il y a donc à la fois affinité ethnique, mais aussi affinité religieuse. Ensuite, un régime ami à Kaboul assurerait au Pakistan une sorte de profondeur stratégique dont il est dépourvu face aux voisins ennemis indiens. Et puis le troisième paramètre, ce sont les républiques d'Asie centrale ex-soviétiques qui sont maintenant indépendantes et qui se révèlent très riches en hydrocarbures. Et c'est là où l'on retrouve le grand jeu autour de la Caspienne. Voilà les pays d'Asie centrale au nord de l'Afghanistan. Parmi ces pays, le Turkménistan voisin renferme des réserves considérables de pétrole et plus encore de gaz. Le site principal est à Mari, dans l'est du pays. Mais le problème, c'est par où faire sortir ces richesses récemment découvertes. La logique historique voudrait que ces hydrocarbures transitent par le nord, c'est-à-dire la Russie, passant par les anciens réseaux de l'ex-URSS. Mais les réseaux sont vieux et les pays de la CEI se méfient de toute dépendance vis-à-vis de la seule Russie. Une logique géographique pousserait à sortir par le sud-ouest, par l'Iran. Mais là, c'est le Congrès américain, avec ce qu'on appelle la loi d'Amato, qui fait obstacle à tout commerce et tout investissement avec l'Iran, ou plus exactement qui change d'avis d'ailleurs toutes les demi-heures. Reste enfin une troisième logique, une logique politique, c'est la sortie par l'Afghanistan. Par sa position enclavée, le pays est un véritable verrou. Or, cette sortie intéresse les compagnies pétrolières américaines, argentines et surtout pakistanaises, qui cherchent à empêcher toute évacuation des hydrocarbures par l'Iran ou par la Russie. Mais pour réussir cette sortie, il faut réunir les conditions financières, techniques et plus encore de stabilité politique, et ce peu importe la nature du régime afghan. Si l'on veut construire un oléoduc-gazoduc partant de Mari, transitant par l'ouest puis le sud de l'Afghanistan, puis l'ouest du Pakistan pour arriver au port de Gwadar, on voit que l'on traverse, pour la partie afghane, la région majoritairement pashtoun talibane. C'est là, on l'a compris, l'intérêt du Pakistan, autant politique que énergétique que économique. Avoir un régime ami à Kaboul, assurer l'approvisionnement énergétique du pays et toucher les royalties s'il y a transit vers l'extérieur. Pour évacuer par une liaison directe gaz et pétrole d'Asie centrale, les compagnies américaines Unocal, saoudiennes Delta, argentines Bridas ont déjà investi massivement, et investir, cela veut dire parier sur tel ou tel mouvement de guérilla. Évidemment, ce qui est calculé là n'a rien à voir avec des affinités religieuses. Fondamentalisme et hydrocarbures peuvent fort bien cohabiter et trouver des intérêts communs, provisoires ou non. Que retenir de tout cela? Un dossier, à vrai dire, difficile à suivre, car on a une très grande volatilité des alliances entre les groupes afghans, mais aussi entre les grandes puissances et les grandes compagnies pétrolières qui parient sur plusieurs groupes à la fois. Alors pour ceux qui ont suivi les guerres d'Afghanistan depuis quasiment 20 ans maintenant, il faut quand même imaginer aujourd'hui la Russie formant une alliance anti-talibane aux côtés de Ahmad Shah Massoud, ce qui est quand même un sacré retournement de l'histoire. Les enjeux financiers, énergétiques sont énormes, durables, la demande asiatique est grandissante. En fait, l'Afghanistan est de retour dans le grand jeu, mais pour des raisons pétrolières cette fois, et non plus idéologiques. Les talibans sont l'instrument des Pashtuns, du Pakistan et des compagnies pétrolières, américaines ou autres d'ailleurs,
Voilà ce qui se joue en ce moment au-dessus de l'Afghanistan, au-dessus de la tête des talibans et au-dessus de la tête des Afghans. Si vous voulez approfondir ce dossier, je vous conseille la lecture de la nouvelle Asie centrale ou la fabrication des nations d'Olivier Roy aux éditions du Seuil. La publication du rapport d'Amnesty International de 1997. Je vous conseille de lire aussi la revue Liberté, qui est la revue d'Amnesty International éditée en Belgique. Et puis un journal dont je parle régulièrement, qui est Courrier International, vous voyez là, qui est consacré au Pakistan et qui est une très bonne lecture des événements internationaux. Ont-ils dansé pour la caméra ou la caméra pour eux? Ils ont dansé avec la caméra. Voilà. Demain. D'habitude, c'est au printemps que ce genre de choses arrive. Mais en Angleterre, au ministère de la Défense, les feuilles de vigne tombent en toute saison. Le résultat, du rouge à lèvres sur ton col, demain, à 22h45, sur Arte. Du rouge à lèvres sur le col? Pas facile à rattraper au lavage, ça. Lundi. 2 films pour une soirée bien noire sur Arte. Tout d'abord, un oiseau de malheur s'en ira dénoncer les trop bonnes âmes et les mauvaises consciences. Puis un mystérieux monsieur Durand s'adonnera à son passe-temps favori pour la simple beauté du geste. Soit un double hommage à Henri-Georges Clouzot, lundi, dès 20h45 sur Arte. Quand les chorégraphes et les réalisateurs travaillent en harmonie, cela donne cela qui commence maintenant.